Quotas, fermeture du golfe de Gascogne ou encore conséquences post-Brexit, le secteur de la pêche s'inquiète et la disparition d'un ministère dédié exclusivement aux questions maritimes n'arrange en rien la situation. Nous irons en début de ce JT au Guilvinec où s'est rendue la ministre Agnès Pannier-Runacher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne du vendredi 17 janvier. Première visite dans le Finistère pour Agnès Pannier-Runacher en tant que ministre de la Transition écologique, de la mer et de la pêche. Touchée successivement par le plan de sortie de flotte des bateaux, l'augmentation du prix du gasoil et le Brexit, la filière pêche attendait de pied ferme la ministre sur les quais Bigoudin ce vendredi matin. C'est au pas de charge qu'Agnès Pannier-Runacher a visité la criée du Guilvinec ce vendredi matin. Une ministre déterminée à remonter la balance commerciale de la pêche et de l'aquaculture déficitaire de 5 milliards d'euros en France. Cependant, sur le seul quartier maritime Bigoudin, les volumes ont plongé. Avec le plan de sortie de flotte de l'an dernier, c'est 30% de poissons en moins sous criée. Ça entraîne derrière une baisse d'activité pour les entreprises, ça peut mettre effectivement des entreprises en péril. C'est aussi un savoir-faire, c'est-à-dire que moins on a de produits et moins on a forcément d'ouvriers, et derrière c'est tout un savoir-faire que l'on risque de perdre, un savoir-faire au niveau des bateaux et des marins, mais aussi un savoir-faire au niveau du mareyage qui est aujourd'hui très impacté puisqu'ils n'ont plus assez de produits pour faire tourner leur magasin de marée. Et depuis 2024 et la fermeture du golfe de Gascogne, la situation est difficilement tenable malgré les indemnisations perçues. Rester raquet est un crève-cœur pour les pêcheurs. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou artistique à ce niveau-là. Donc, ça nourrit de l'anxiété, ça nourrit aussi une certaine forme de morosité. Nous avons obtenu de faire ces tests et ces expérimentations et il faut maintenant montrer scientifiquement que ça fonctionne. Sachant que la fermeture du golfe de Gascogne, ça fonctionne puisque nous avons constaté une division par 4 du nombre de dauphins qui étaient impactés et décédés sur nos côtes. Une situation d'autant plus difficile à vivre que les pêcheurs ont le sentiment d'avoir franchi la ligne rouge en acceptant l'installation de caméras à bord de leur navire. Ça fait partie du jeu, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, on en est conscient. Maintenant, le professionnel va faire avec des caméras jusqu'à fin 2026. Car après fin 2026, les caméras, une fois qu'on aura prouvé que le marin-pêcheur n'est pas responsable sur la totalité des captures accidentelles de dauphins, les caméras pourront être retirées. Si la ministre est venue surtout écouter les pêcheurs, elle entend bien atteindre son objectif, rouvrir le golfe de Gascogne d'ici 2027. Si la ministre n'a pas fait d'annonce aujourd'hui lors de sa venue, les enjeux sont néanmoins nombreux, comme nous l'explique Christophe Boucher, notre journaliste sur place. Les enjeux sont importants et la filière navigue actuellement dans le brouillard. Pourtant, il faut moderniser les navires et selon le président national du comité des pêches, il faudrait 5 à 6 milliards pour renouveler les bateaux, mais un investissement indispensable pour attirer des bras, des jeunes et aussi des femmes. Il faut à tout prix féminiser la filière et c'est le message qu'a voulu faire passer certainement Agnès Pannier-Runacher auprès des jeunes du lycée maritime du Guilvinec, là où elle a terminé son passage en Bretagne ce vendredi. Et une autre visite ministérielle était organisée ce vendredi à Vannes avec Véronique Louwagie, ministre déléguée chargée du commerce et de l'artisanat. Elle a ainsi pu échanger avec les commerçants et artisans afin de faire état de ses propositions. Un avion de la marine française engagé pour l'OTAN a été ciblé mercredi par l'armée russe alors qu'il survolait la mer Baltique. L'Atlantique 2, qui avait décollé de la base de Landbiway, a été victime d'une tentative de brouillage et d'une désignation par un radar de conduite de tir. Une action qualifiée d'agressive par l'armée française qui a ajouté que le comportement professionnel de l'équipage français avait permis d'éviter toute escalade. Mais où est le curé de Ploërmel ? Il y a un an, le 18 janvier 2024, le père Christophe Guégan disparaissait sur le site des Roches du Diable, dans le sud Finistère. En octobre 2024, le Télégramme avait révélé l'existence d'une plainte pour de possibles faits d'attouchement de nature sexuelle sur un mineur. Margot Racanière nous rappelle les conditions dans lesquelles il a disparu. Mais où a bien pu passer le curé de Ploërmel ? Corps introuvable, pas de signe avant-coureur et pas de note ? Voici pourquoi la disparition du curé de Ploërmel suscite toujours de nombreuses interrogations.
Le 17 janvier 2024, la voiture du père Christophe Guégan arrive comme tous les mercredis soirs au couvent des Sœurs dominicaines du Saint-Esprit près de Bernay. Il se rend chaque semaine dans ce domaine sur son jour de repos pour assurer les offices et les confessions. Pendant la nuit, sous une pluie battante, il reprend sa voiture et se gare aux Roches du Diable. Un site bien connu par les kayakistes pour ses rapides et ses tourbillons en hiver. Il reçoit plusieurs messages sur son téléphone via une messagerie instantanée. Puis il quitte le véhicule, laisse le téléphone à l'intérieur et verrouille la voiture. Sa dernière piste s'arrête au bord de l'eau. Un hélicoptère, 2 chiens et plusieurs opérations de plongée dans les eaux de l'Élé sont lancées, mais aucune trace du corps. Les enquêteurs privilégient la piste d'un acte volontaire de la part du prêtre, mais beaucoup de ses proches n'y croient pas. Autre élément troublant, on retrouve un chapelet, supposément celui du père Guégan, à 6 km du lieu de sa disparition. Mais en l'absence du corps du curé, le mystère plane toujours. On le disait, le mystère persiste et donc Hervé, tu as suivi cette affaire pour le Télégramme et ces derniers jours, tu as pu échanger avec un membre de sa famille et un ancien lycéen scolarisé au foyer Jean-Paul II de Sainte-Anne-d'Auray, un établissement que dirigeait le père Christophe Guégan. Dans les années 2010, tous les deux veulent connaître le fin mot de l'histoire. Oui, je veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi. C'est ce que m'a rapporté un membre de la famille de Christophe Guégan il y a quelques jours. Il ajoutait un troisième souhait, c'est évidemment de pouvoir retrouver enfin le corps de Christophe Guégan. Concernant la plainte qui vise le curé, lui estime qu'il n'a jamais eu le moindre doute et il n'a jamais perçu le moindre signe avant-coureur. C'est la même réaction en fait qu'un ancien élève de Christophe Guégan m'a rapporté aussi. Lui estime que les faits qui sont visés dans une plainte ne sont pas... de toute façon, il les juge totalement absurdes et invraisemblables. De cet entretien que j'ai pu avoir avec lui, émerge aussi une autre information. Lui assure que ni lui, ni ses camarades n'ont été entendus à ce jour par des enquêteurs. Affaire à suivre donc, et puis une maison du don du sang installée dans une zone commerciale. C'est une première en France et ça se passe à Lorient depuis ce lundi. Si la localisation est pour le moins étonnante, elle a pour objectif de toucher un panel plus large de potentiels donneurs. Un reportage de Eva Thomas. Donner son sang entre 2 sessions shopping, c'est maintenant possible et c'est une première en France. À Lorient, la maison du don de sang a déménagé de l'hôpital pour s'implanter dans une zone commerciale. L'objectif, c'est d'être au plus près des donneurs et puis d'avoir une meilleure visibilité, puisqu'avant on était au GHBS, on était un petit peu cloisonné et on n'était pas vu des donneurs. Sur la zone de Cariado, il y a possibilité de se garer sans problème et il y a l'accès aussi avec les bus. Après 5 jours d'ouverture, le concept est bien accueilli des donneurs. C'est particulier, c'est même presque déstabilisant parce qu'on ne s'imaginerait pas un établissement, on va dire, dit médical, paramédical, installé ici. Plus simple surtout en termes d'accès, quoi. En déménageant, la maison du don s'est agrandie. De 5, elle est passée à 9 automates de prélèvement sanguin. L'occasion d'accueillir plus de donneurs et par conséquent d'augmenter les dons de plasma. On a vu les bienfaits que ça fait et le manque qu'il y a de dons de plasma. Donc si je peux aider un petit peu. Ça peut être réticent au début, mais au final c'est quelque chose de très cool à faire. Et puis c'est une bonne action pour tout le monde en fait. 10 000 dons sont réalisés par an à Lorient. L'établissement espère augmenter ses chiffres, notamment dans le prélèvement de plasma. Actuellement, seulement 35% des dons proviennent des centres français. Le reste est importé. Le plasma sert soit à être transfusé, mais dans le plasma, il y a des protéines, notamment des anticorps et des immunoglobulines, qui nous servent à faire des médicaments pour des personnes atteintes de différentes maladies, notamment des déficits immunitaires. La maison du don de sang à Lorient est ouverte du lundi au samedi, sur rendez-vous. Et puis une info qui intéressera sans doute les 165 000 collégiens bretons et leurs parents. Le brevet des collèges ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde au lycée, a annoncé ce vendredi la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne. Une mesure qui avait pourtant été annoncée en novembre par sa prédécesseur pour une application en juin 2027.
Et la nouvelle campagne nationale de recensement débutait hier et ce sont 9 millions de Français de plus de 18 ans qui vont être invités à répondre à un questionnaire. Mais parmi les questions proposées, une petite nouvelle pose un problème éthique pour de nombreuses associations et syndicats, comme à Morlaix, où le recensement a commencé. Explication avec Maëlle Delmure. Bonjour, je suis la personne en charge de faire le recensement de tout cet immeuble-là. Si vous habitez Morlaix, c'est peut-être un questionnaire que vous avez déjà reçu. La campagne de recensement débute depuis peu, mais des associations s'inquiètent déjà de la question. Quel est le lieu de naissance de vos parents? Chacun devra décider lui-même s'il souhaite y répondre ou pas, mais le conseil, c'est effectivement de ne pas répondre. Quel est l'intérêt de cette question? Ça nous semblerait significatif qu'il y a un nombre important de personnes qui ne répondent pas à cette question pour bien fixer des limites par rapport à d'éventuelles dérives. Des dérives qui pourraient être dues au rapport ethnique de la question, des inquiétudes qui est également partagée par le maire. Ça peut être des données intéressantes, mais imaginez que cette donnée, elle soit utilisée purement à des fins ethniques, dans une politique de gestion des flux de l'immigration. Il y a un vrai risque. L'INSEE, de son côté, souhaite rassurer et appelle à répondre à l'ensemble du questionnaire distribué, dans l'optique de ne pas fausser les données. L'INSEE ne va jamais diffuser des données individuelles, non, et des données trop fines en fait. Donc ça sera forcément des données qui seront agrégées, donc des données statistiques complètement anonymes, mais qui vont pouvoir quand même permettre d'éclairer la situation locale. Le recensement est obligatoire sous peine d'une amende de 38 € et se fera jusqu'au 15 février prochain pour les communes de moins de 10 000 habitants. Bonjour. Et on termine par ces images insolites de 2 sangliers aperçus dans le centre-ville de Lorient ce jeudi soir. Un Lorientais qui rentrait de soirée a immortalisé le moment. Cette édition touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à la même heure pour un nouveau JT. D'ici là, belle soirée à vous.